Une femme de Cleveland, aux États-Unis, est tuée dans sa maison. Des indices vieux de 40 ans permettront-ils de prouver hors de tout doute l'innocence d'un homme? Une violente dispute se termine par un coup de feu. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre, mais plusieurs années plus tard, des analyses judiciaires permettront de jeter un nouvel éclairage sur les événements. La police enquête sur 2 homicides et dispose d'un suspect. Les preuves qui permettraient de résoudre cette enquête ont été enterrées depuis longtemps. L'exhumation de la tombe des victimes permettra-t-elle de découvrir le meurtrier? Les détectives qui enquêtent sur la scène d'un crime doivent recueillir et obtenir le plus d'informations possible. Mais ils doivent parfois se rendre jusqu'au cimetière pour y faire de macabres découvertes. En 1998, le développement de la technologie en matière d'analyse d'ADN permit de résoudre un homicide vieux de 40 ans. À l'aube du 4 juillet 1954, le docteur Sam Shepard reprit connaissance sur la rive du lac Erie à Bay Village, dans l'Ohio. Les événements qui venaient de se produire lui revinrent en mémoire comme un cauchemar. Craignant le pire, il rentra à la maison où il vivait avec sa femme Marilyn et leur jeune fils Sam. Dans la chambre, sa femme était étendue par terre, battue à mort. Elle était enceinte de 4 mois. Le docteur Shepard informa la police qu'il avait été réveillé par les cris de panique de sa femme alors qu'il dormait sur le canapé au rez-de-chaussée. Shepard était monté à toute vitesse et un homme de grande taille l'avait alors attaqué. Les 2 hommes s'étaient battus à coups de poing et s'étaient bientôt retrouvés à l'extérieur, sur la plage. Là, l'intrus avait frappé le docteur au cou et il avait perdu connaissance. Les policiers découvrirent un sac de bijoux appartenant au Shepard près de la résidence. Le couple semblait avoir surpris un cambrioleur. Les détectives commencèrent à soupçonner le docteur Shepard et abandonnèrent la piste du cambrioleur. Shepard devint leur seul suspect. Quelques personnes refusèrent de croire qu'il pouvait avoir commis un tel acte et n'abandonnèrent jamais l'espoir de prouver son innocence des dizaines d'années plus tard. Au début des années 90, l'avocat Terry Gilbert de Cleveland commença à étudier cette affaire. Selon lui, Shepard avait été victime d'une enquête bâclée. Juste 1 heure ou 2 après avoir été sur la scène du crime, le coroner Sam Gerbert a conclu que le coupable était Shepard. Pour lui, il s'agissait d'un cas de violence conjugale. Il y avait une traînée de sang d'environ 60 gouttes dans la maison. On vérifia si le sang était humain. À cette époque, il n'était pas possible d'en savoir plus. L'analyse de l'ADN n'existait pas encore. Certaines taches de sang qui se trouvaient sur les marches de l'escalier de la cave ne furent même pas recueillies. Comme Shepard n'avait pas saigné, les enquêteurs présumèrent que les gouttes provenaient de l'arme du crime qu'il devait tenir dans sa main. On ne tint pas non plus compte des marques sur la porte qui menait à la cave. Ces marques pouvaient être importantes. Malgré tous ces indices qui laissaient croire à la présence d'un intrus, le docteur Shepard fut arrêté pour le meurtre de sa femme. Le coroner organisa une enquête publique. On interrogea Shepard en direct à la télévision sans même la présence de son avocat. Les médias se sont emparés de cette affaire comme seule la presse à sensation sait le faire. Le rédacteur en chef, Louis Seltzer, du Cleveland Press, écrivait des articles tous les jours à propos de l'affaire Shepard. Il écrivait « Pourquoi n'est-il pas inculpé? Pourquoi n'est-il pas déjà en prison ?» Il y avait même des bandes dessinées le montrant en train de courir dans sa maison, une arme ensanglantée à la main. Les autorités locales s'empressèrent de clore cette affaire dont on faisait grand bruit.
Le procès commença 2 mois seulement après l'arrestation de Shepherd. Le sang découvert dans la résidence était bien humain. Le coroner en conclut qu'il provenait de la victime. Le procureur déclara que le docteur s'était fait une fausse blessure au cou. On présenta également le sac de bijoux comme faisant partie d'un coup monté. La façon dont le procès a été mené était une véritable parodie de la justice. Il a tout de suite été jugé coupable. Il avait perdu d'avance. Il n'avait aucune chance. We, the jury in this case, being duly impaneled and sworn, do find the defendant, Sam H. Shepherd, not guilty of murder in the first degree, but guilty of murder in the second degree. Shepherd fut condamné à 35 ans de prison. Mais les membres de sa famille refusèrent d'abandonner le combat. 1 mois après son inculpation, ils firent appel à l'expert légiste Leland Kirk afin que ce dernier examine les éclaboussures de sang dans la maison. Son analyse de plusieurs taches de la chambre à coucher contredisait les arguments de la poursuite. 2 grosses taches rondes, plus grosses que les éclaboussures de la chambre à coucher, retinrent l'attention des experts. Leur grosseur, leur forme indiquaient qu'elles provenaient d'une blessure par perforation. Peut-être la victime avait-elle mordu son assaillant. Selon Kirk, il était évident qu'une 3e personne s'était trouvée sur la scène. Mais la Cour ne voulut rien entendre. En 1959, soit 5 ans après le meurtre, l'affaire prit une tournure inattendue. Un homme à tout faire du nom de Richard Eberling fut arrêté pour le cambriolage d'une résidence où il travaillait. Parmi ses affaires se trouvait une des bagues à diamants de Marilyn Shepherd. Lors de son interrogatoire, Eberling, dont la description correspondait à l'intrus dont avait parlé Shepherd, fournit sans le vouloir une information compromettante. Il déclara qu'il s'était coupé dans la maison de Shepherd la semaine précédant le meurtre, alors qu'il effectuait des travaux. Selon lui, c'est ce qui expliquait la présence de taches de sang. Mais comment pouvait-il savoir que les enquêteurs s'étaient questionnés à propos de ces taches de sang s'ils ne s'étaient pas trouvés dans la maison cette nuit-là? Malheureusement, le procureur du comté refusa de tenir compte de cette nouvelle information. Le 16 juillet 1964, la Cour fédérale déclara que Shepherd n'avait pas eu droit à un procès équitable. Après 10 ans d'emprisonnement, il fut remis en liberté et eut droit à un nouveau procès. Les indices qui avaient été ignorés, mal interprétés ou éliminés seraient à nouveau examinés. Le procès eut lieu en 1966, soit 2 ans après sa libération. Lee Bailey, un jeune avocat prometteur, assurait la défense du Dr. Shepherd. How do you explain his conviction in the first place? It was a result, according to Judge Weinman, and in my opinion, of mass hysteria generated by an overzealous press. Were you in on the case at the beginning? No, I've only been a lawyer for 4 years. He's been in jail for 10. Bailey travaillait sur l'affaire Shepherd depuis 3 ans. Il réfuta les arguments du procureur un à un. Après toutes ces années de négligence, on prit enfin en considération les marques sur la porte de la cave. De plus, Bailey était convaincu que le corps de la victime recelait des indices sur la présence d'un intrus. Malheureusement, le coroner l'avait nettoyé trop rapidement et les avait éliminés. Finalement, un médecin vint confirmer qu'il était tout simplement impossible que Shepherd se soit fracturé une vertèbre du cou lui-même. 12 ans après le meurtre, l'attention se tourna enfin vers le mystérieux intrus. Lors du second procès de Sam Shepherd, l'expert légiste Leland Kirk eut enfin l'occasion de faire part de ses découvertes. Selon lui, une des gouttes de sang sur la porte d'un placard provenait d'une blessure par perforation. La victime était décédée des suites de traumatismes internes et n'avait donc pas pu laisser de telles taches. En examinant le rapport d'autopsie de la victime, il remarqua qu'elle semblait avoir mordu quelque chose juste avant sa mort. Pourtant, il n'y avait jamais eu de marque de morsure sur le corps du Dr. Shepherd. Peu à peu, l'assaillant commençait à prendre forme. Cette traînée de sang allait peut-être conduire Kirk à la vérité. Les experts légistes savent depuis toujours que le sang se coagule dès qu'il entre en contact avec l'air.
la longue traînée de sang n'avait pas pu être produite par une seule arme tachée de sang. Les gouttes étaient toutes de la même taille, ce qui signifiait qu'elles provenaient d'une blessure fraîche. Mais rien de tout cela n'a été vérifié en 1954. La victime était morte depuis longtemps, mais les indices étaient là pour raconter ce qui s'était produit. Le second procès dura 3 semaines. Lee Bailey avait semé le doute dans l'esprit des jurés. Le 16 novembre 1966, Sam Shepard fut acquitté du meurtre de sa femme. Mais personne ne pensa à faire rouvrir l'enquête afin de découvrir qui avait réellement commis le meurtre. Des suspects potentiels tels que Richard Eberling furent écartés car plusieurs personnes croyaient toujours Shepard coupable. Selon eux, il était parvenu à se faire acquitter sur des vices de forme. Même si les taches de sang lui avaient rendu la liberté, elles salissaient toujours sa réputation. Il ne parvint jamais à refaire sa clientèle. 6 ans après sa libération et après un second mariage raté, le docteur Shepard mourut des suites de son alcoolisme. Pendant toutes ces années, son fils Sam avait grandi à l'abri des projecteurs. En 1989, Richard Eberling, l'homme à tout faire, lui écrivit une lettre de sa prison. Eberling avait été emprisonné pour avoir battu une femme à mort après avoir contrefait son testament afin d'hériter de la somme de $1 million. Sam le rencontra en prison. Ce dernier lui fit part de détails peu connus de l'affaire Shepard. Sam fit des démarches pour que l'enquête soit rouverte et qu'on puisse prouver que c'était bien Eberling qui avait tué Marilyn Shepard, sa mère. Le sang recueilli chez les Shepard fut envoyé à l'expert en analyse d'ADN, Mohamed Tahir. Le défi n'était pas de procéder à l'analyse de l'ADN en tant que tel, parce que nous le faisons souvent. C'était plutôt de faire cette analyse avec des taches de sang si vieilles et si petites. Pour effectuer sa comparaison, Tahir avait besoin d'établir le profil génétique de Marilyn et celui du docteur Shepard. Ainsi, s'il découvrait un 3e profil génétique dans ces vieilles taches de sang, il saurait immédiatement qu'il s'agissait de l'intrus. Tahir dressa le profil génétique de la victime à partir de cheveux prélevés dans son lit 40 ans plus tôt. Quant à Shepard, bien qu'il fût mort 18 ans après sa femme, il était aussi difficile de dresser son profil que celui du meurtrier. Sans ce code, cependant, il serait impossible de conclure l'enquête. Il avait été pourchassé et accusé pendant toutes ces années et l'on devait encore malgré tout le déranger. En 1996, on autorisa enfin l'exhumation de son corps. Sur sa pierre tombale étaient gravées les lettres VQP. Première lettre d'une locution latine qui signifie « La victoire appartient à celui qui est tenace ». Après presque 50 ans, le docteur Shepard serait peut-être enfin lavé de tout soupçon. Tahir parvint à extraire l'ADN de Shepard à partir d'une de ses dents après 24 années dans la tombe. Il devait maintenant comparer les éléments de preuve recueillis sur la scène. Il procéda à l'analyse des pantalons tachés de sang que Shepard portait le jour du meurtre. Il examina 2 autres indices importants en attendant les résultats de son analyse. Le premier était la mystérieuse tache de sang du placard recueillie en 1955. Le second indice était un fragment de bois taché de sang que Sam avait récupéré de l'escalier de la cave avant que la maison ne soit démolie en 1993. Les résultats qu'allait obtenir Tahir étaient essentiels à la résolution de l'enquête. Il découvrit qu'il y avait bien l'ADN d'une 3e personne dans les taches. Ce n'était ni celui du docteur Shepard, ni celui de la victime. L'intrus n'était plus le seul fruit de l'imagination du docteur Shepard. Il était bien fait de chair et de sang. Mais qui était-il ? L'avocat Terry Gilbert savait exactement par où commencer ses recherches. Richard Eberling dut fournir un échantillon de sang afin que la comparaison puisse être effectuée.
Selon l'analyse de Tahir, on ne pouvait exclure la possibilité que le sang des pantalons et du fragment de bois soit celui du prisonnier. Les résultats indiquaient qu'il y avait une chance sur 16 000 que le sang soit celui de Eberling. Mais ce n'était pas encore suffisant. Pour procéder à une accusation, la Cour exigeait que les probabilités atteignent au moins une chance sur 1 million. De plus, lorsque Eberling apprit qu'on tentait de prouver que le sang de l'escalier était le sien, il rappela aux enquêteurs qu'il s'était coupé dans la maison des Shepherd la semaine précédant le meurtre. Eberling savait très bien que personne ne pourrait le contredire après 40 ans. Les tests d'ADN n'avaient pas permis de connaître l'identité du meurtrier. Il semblait bien que même le temps conspirait à empêcher que le nom de l'intrus ne soit découvert. La plupart des personnes impliquées dans l'affaire étaient décédées. Une agence de détectives privés accepta de retracer des témoins survivants. Après plusieurs mois de recherche, on retrouva 2 hommes à tout faire qui avaient connu Richard Eberling, Vern Lund et Ed Wilbert. Ces derniers se rappelaient que Marilyn Shepherd avait déjà surpris Eberling en train de lui voler des objets de valeur. Eberling disposait donc d'un mobile. Les 2 hommes se rappelaient aussi un autre détail. La semaine avant le meurtre, Eberling avait été malade. Il était donc impossible qu'il se soit blessé dans la maison comme il le déclarait. Son alibi ne tenait plus. À l'aide de tous les indices recueillis, on pouvait enfin reconstituer les événements de cette nuit tragique. La victime avait crié lorsqu'elle avait découvert qu'il y avait un intrus dans sa chambre à coucher. Le docteur Shepherd était monté en vitesse pour lui porter secours, mais avait reçu un coup et perdu connaissance. L'intrus avait alors tenté de poursuivre son cambriolage, mais avait laissé des traces de sang partout dans la résidence. Shepherd avait rattrapé l'homme et il s'était à nouveau battu jusqu'à la plage. C'est au cours de cette lutte que Shepherd avait eu la vertèbre du cou fracturée. Mais cet os cassé n'était rien en comparaison avec les vies détruites par le cambrioleur. Il faudrait 40 ans à la science pour assembler tous les éléments de cette enquête. En 1996, nous avons recueilli une centaine d'indices. Ces éléments de preuve prouvaient que Shepherd n'avait pas commis le meurtre et pointaient dans la direction de Richard Eberling. Eberling a gardé son secret jusqu'à la fin. Il est mort en juillet 1998. Les indices légistes révèlent des informations aux experts qui savent les analyser. L'identité formelle du tueur de Marilyn Shepherd n'a jamais été démontrée, mais grâce à un examen approfondi des indices, le fils du docteur Shepherd a tout de même pu faire la preuve de l'innocence de son père. Sur la scène d'un crime, il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. Les détectives doivent toujours présumer que les suspects sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Le 6 juillet 1984, le bureau du shérif de Platte County, au Wyoming, reçut l'appel angoissé de Martin Frias. Dans un mélange d'espagnol et d'anglais, il déclara à la police qu'une fusillade avait eu lieu. Frias était incapable d'expliquer à la police comment se rendre chez lui. On lui donna donc rendez-vous dans un café qu'il connaissait dans le village voisin de Wheatland. Frias conduisit les agents à la roulotte où il vivait avec sa petite amie Ernestine Perea. Une scène d'horreur les y attendait. Le corps de Perea gisait sur le sol. Elle avait une blessure à l'abdomen. Le fusil Magnum 300 de Frias se trouvait juste à côté du corps. La police découvrit 2 fragments de balles qui s'étaient fichés dans le mur couvert de sang derrière le corps.
Frias déclara qu'il avait entendu un bruit étouffé juste avant d'aller au lit. Il pensait que Perea, en colère, avait lancé une chaussure et il s'était endormi. Quelques heures plus tard, il se réveillait pour découvrir le corps de son ami. C'est ainsi que se terminait leur relation orageuse. Tout semblait indiquer qu'elle s'était suicidée. Les détectives donnèrent congé à Frias après l'avoir interrogé. Le coroner examina ensuite le corps de la victime. Il y avait une petite blessure dans la région lombaire. La balle semblait être entrée par là. La police croyait peu probable que la victime se soit tiré une balle dans le dos. Cela signifiait donc qu'il s'agissait d'un homicide. Quatre jours après la mort d'Ernestine Perea, Martin Frias fut arrêté et accusé du meurtre de sa petite amie. L'avocat de Frias, Robert Moxley, était convaincu dès le départ de l'innocence de son client. Lorsqu'elle a été tuée, les policiers ne savaient pas que la balle était entrée par le dos. Pourtant, ils ont rendu la liberté à Frias. Il n'avait pas de contact réel avec les gens du coin. Cela faisait longtemps qu'il habitait là, mais il était entré illégalement au pays. Il aurait pu repartir au Mexique et disparaître à jamais. Mais pour la Cour, les indices étaient plus convaincants que la coopération de Frias avec la police. On ne tint pas compte du fait que Frias était parvenu à charger, armer et tirer avec une arme qui exigeait 2 mains solides, malgré le fait qu'il avait une blessure importante au bras. De même, la victime était en mesure de se défendre compte tenu de cette blessure. Malheureusement, ces éléments n'avaient pas retenu l'attention de la Cour. Selon les analyses effectuées par le laboratoire d'État, le chemisier de la victime ne portait pas de résidus de poudre explosive. La victime avait donc été tuée à distance. Un médecin légiste confirma que le type de blessure au dos de la victime indiquait l'endroit où le projectile était entré. Selon lui, la balle avait ensuite traversé l'abdomen et en était ressortie, laissant sur son passage une blessure plus grande, aux contours inégaux, sur le devant du corps. Pour la police, la conclusion était évidente. Cette enquête était basée sur des indices circonstanciels. Selon eux, le fait qu'elle ait reçu la balle dans le dos, qu'il était là sur la scène du crime, que ses empreintes étaient sur l'arme, prouvait que c'était lui qui avait commis le meurtre. Le jury partageait l'opinion de la police. Martin Frias fut jugé coupable de meurtre au second degré sur la personne de Ernestine Perea et condamné à une peine de 25 à 35 ans de prison. Moxley en appela du verdict. Il n'approuvait pas l'interprétation des indices. La loi du Wyoming lui interdisait de faire appel à ses propres experts. Il devait donc utiliser les mêmes que la partie du procureur. Cela ne pouvait se faire qu'au détriment de l'accusé. Pendant les 18 mois qui suivirent, Moxley et son assistant Walter Carroll firent tout leur possible pour que Martin Frias puisse subir un second procès. Moxley fit appel à des experts de haut calibre. Il fit examiner la blessure de la victime par Vincent DiMaio, le coroner en chef du comté de Bexar, au Texas. Vincent DiMaio était le meilleur expert en blessures produites par des projectiles à haute vélocité. J'ai découvert qu'il allait donner une conférence à Cheyenne City. J'ai sauté dans ma voiture et me suis rendu à son hôtel. Je l'ai pressé de jeter un coup d'œil aux photos de l'autopsie. Il les a bien regardées. Il les tenait comme ça, contre son nez. Il a déclaré que c'était une blessure par contact. Et c'est tout le temps que ça lui a pris pour savoir ce qui s'était passé. Blessure par contact signifie que l'arme équipée d'un silencieux était tout contre le corps. L'analyse impromptue de DiMaio allait à l'encontre des déclarations des experts lors du procès. L'explication en était fort simple.
Lorsque les gaz chauds projettent la balle le long du canon de l'arme, l'air qui se trouve devant est compressé. Juste avant que le projectile sorte de l'arme, il y a cet air comprimé qui agit un peu comme un couteau. C'est l'air qui crée d'abord la blessure. Ensuite, il y a la balle, puis des litres et des litres de gaz chaud. Ce gaz chaud avait fait gonfler la cavité abdominale de la victime à un point tel que ses jeans s'étaient déchirés et que le bouton du haut s'était défait. Mais pour les spécialistes de l'État, il s'était produit exactement le contraire, c'est-à-dire que la balle avait d'abord frappé le dos et non l'abdomen. L'hypothèse de DiMaio n'éliminait pas la possibilité que la victime ait été assassinée, mais la présence d'une telle blessure sur son abdomen évoquait le premier scénario où Ernestine Perea s'était enlevé la vie. Il allait falloir procéder à de nouvelles analyses pour découvrir ce qui s'était produit. La victime était enterrée depuis longtemps, mais la police avait conservé les radiographies de l'autopsie et son chemisier. On présenta la découverte de DiMaio à la Cour suprême du Wyoming et l'enquête fut rouverte. Martin Frias eut droit à un second procès. En plus de DiMaio, Moxley fit appel à Robert Lance, directeur du laboratoire Rocky Mountain à Fort Collins, au Colorado. M. Moxley voulait que je détermine si la balle était entrée par le devant ou par le dos de la victime. Il est difficile, voire impossible, de se tirer une balle dans le dos. J'ai examiné les radiographies et j'ai tout de suite remarqué qu'il me manquait des données. Lors de l'autopsie, on avait omis de radiographier le côté du torse. Il était donc impossible pour Lance d'établir de quel côté la balle provenait à partir des radiographies frontales. Il concentra donc son attention sur le chemisier et l'examina au microscope. Sur le devant du vêtement, la fibre autour du trou fait par la balle était roussie et un peu fondue. Cela indiquait que quelqu'un avait tiré à bout portant à cet endroit et non que la balle était sortie par là. Lance examina ensuite les résidus de poudre explosive sur le vêtement. Les marques de poudre autour du trou lui confirmeraient l'hypothèse de l'arme à bout portant. Si le canon est près de la cible, le résidu de poudre ne se retrouvera que sur une petite partie du vêtement. Plus l'arme est loin, plus le résidu est dispersé. Il plaça le papier imbibé d'acide à l'intérieur et à l'extérieur du trou fait par la balle sur la partie avant du vêtement. On utilise un fer à repasser pour faire réagir l'acide. La poudre explosive prend alors une couleur violette. Lors du premier procès, l'avocat du procureur avait déclaré qu'on avait tiré sur la victime à une certaine distance, mais ce n'est pas ce que les indices laissaient entendre. On peut voir très facilement où il y a le plus de poudre explosive. Il y a une marque très foncée autour du trou, et cette marque est très compacte. Et il n'y en a presque pas un peu plus loin. La preuve était faite. Il s'agissait d'un tir à bout portant. Si la victime avait reçu le coup de feu par l'avant, cela signifiait qu'elle avait vu son meurtrier. La première question demeurait pourtant si elle s'était suicidée ou non. Lors du second procès de Martin Frias, l'analyste Robert Lance se servit du vêtement de la victime pour tenter d'innocenter l'accusé. On devrait procéder à d'autres analyses très rigoureuses pour confirmer que la victime avait reçu le projectile par devant. Il faudrait plus qu'un simple microscope pour le prouver. Lance plaça des échantillons du vêtement dans un microscope ultra sophistiqué à balayage électronique. Il voulait voir le résidu de poudre explosive de plus près. Il découvrit que la concentration de résidus décroissait lorsqu'il passait du devant à l'arrière du vêtement. C'est que la balle était entrée par devant. La nouvelle équipe de Martin Frias avait presque terminé de mettre au point sa défense. Mais Moxley voulait avoir le plus de preuves possible pour ce second procès.
Un expert en projection de sang démontra que Perea était assise sur le sol et avait reçu un coup de feu de face. L'analyse balistique démontra que le projectile était à sa vitesse maximale lorsqu'il avait percuté la colonne et qu'il s'était fracassé avant de ressortir. Cela signifiait à nouveau que la balle était entrée par devant. Les rapports médicaux révélaient que la victime avait déjà été hospitalisée à maintes reprises pour tentative de suicide. Et il y avait des empreintes de Perea sur l'arme. Elles étaient renversées, ce qui signifiait qu'elle avait tenu l'arme à l'envers pour mieux appuyer sur la détente. Les nouveaux indices étaient précieux, mais Moxley était déterminé à obtenir les aveux d'une autre personne pour le procès, la victime elle-même. Nous avons obtenu la permission de la famille d'exhumer le corps et d'effectuer une nouvelle autopsie. C'est le docteur Eckert qui s'en est chargé. Pour la première fois, ils ont fait des radiographies latérales du torse. Le premier médecin légiste avait seulement radiographié le devant du corps, de sorte qu'on ne pouvait pas voir de quel côté la balle provenait. Sur les nouvelles radiographies, on pouvait voir que les fragments de projectiles et d'os avaient été poussés entre la colonne vertébrale de la victime et la peau de son dos. Seule une balle provenant du devant avait pu laisser de telles traces. Tous les morceaux du puzzle étaient en place. Martin Frias s'était disputé avec sa petite amie et s'était endormi dans une autre pièce. Ernestine Perea était en colère, dépressive, et elle avait consommé beaucoup d'alcool ce soir-là. Elle avait alors décidé de mettre fin à ses jours. Elle s'était assise sur le sol, l'arme reposant sur ses jambes étendues. Elle s'était tiré une balle dans l'abdomen, et c'est à ce moment-là que le cauchemar de Martin Frias avait commencé. Les nouvelles radiographies avaient permis à Moxley d'obtenir gain de cause. Pendant ce second procès, le jury ne délibéra qu'1h45 avant de prononcer Martin Frias non coupable. Après 2 ans et 10 jours d'emprisonnement pour un crime qu'il n'avait pas commis, il fut finalement remis en liberté. Les détectives exhument le corps d'une victime en tout dernier ressort. Les indices recueillis dans une tombe peuvent faire acquitter ou condamner un suspect. Par une soirée pluvieuse, le 19 octobre 1983, dans le comté de St. Charles, au Missouri, un couple faisait une promenade en voiture. Ils furent les premiers à arriver sur la scène d'un accident. La voiture avait été abandonnée, mais le moteur était toujours en marche. L'homme arrêta le moteur et vit des traînées de sang sur le siège. Il aperçut alors une femme recroquevillée sous le tableau de bord. Elle respirait à peine. Les policiers du bureau du shérif de St. Charles notèrent tout de suite une forte odeur d'essence dans la voiture. Ils en extirpèrent rapidement la victime avant qu'un incendie ne se déclare. La femme perdit alors sa perruque blonde, laissant entrevoir de profondes blessures à la tête. Le détective Ed Copeland avait peur qu'elle ne succombe à ses blessures. J'étais dans la voiture et j'ai pu palper la blessure à sa tête. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas comme un crâne normal. La femme fut envoyée d'urgence à l'hôpital et l'on identifia la voiture. Elle appartenait à un certain Jim Williams, un électricien prospère. La police lui téléphona et se rendit chez lui pour l'informer de l'accident de sa femme. Les agents le trouvèrent dehors sous la pluie. Il les attendait. À l'hôpital, les médecins lui laissèrent entendre à lui et à son plus jeune fils que Sharon ne survivrait pas à ses blessures. Jim Williams autorisa alors les docteurs à ne pas maintenir la vie de sa femme artificiellement. Elle mourut le même jour.
L'amie de Jim, Joan Notais, était venue le consoler. Puis, 3 mois plus tard, les rôles étaient renversés. Le mariage de Joan ne fonctionnait plus. Walter Notais était chanteur dans un groupe de musique. Ce jour de décembre, il eut une violente dispute avec sa femme et sortit en claquant la porte, vêtu d'un seul survêtement bleu. Les heures passèrent, mais il ne revint pas. Joan Notais déclara à la police qu'il était parti. Elle croyait qu'il avait une liaison. Mais selon le détective Wes Simcox du bureau du shérif de St. Charles, Walter Notais ne semblait absolument pas avoir planifié son départ. Il y avait une tempête et il faisait très froid. Il y avait de la neige. Walter n'était pas vêtu pour ce temps et elle était inquiète pour lui. Walter Notais ne revint pas à la maison ce soir-là. Le lendemain, Joan Notais et Jim Williams brisèrent la serrure de son attaché-caisse afin de trouver un quelconque indice sur l'endroit où il se trouvait. Les soupçons de Joan furent confirmés. À l'intérieur se trouvaient des photos érotiques de son mari avec une de ses choristes. Un groupe d'amis s'organisa pour aller à la recherche de Walter. Jim Williams se porta volontaire pour faire le tour des terrains de stationnement de l'aéroport. Il y trouva la voiture de Walter et la conduisit jusqu'à la résidence des Notais avant de faire part de sa découverte à la police. Joan Notais était très troublée. Malheureusement, les indices qui se trouvaient dans le véhicule ne valaient plus grand-chose. La police se méfiait un peu de l'empressement de Jim Williams. Le détective Simcox avait l'impression que la sollicitude de Jim Williams envers l'épouse de l'homme recherché dépassait les limites de l'amitié. Le soir après la disparition de Walter, Jim est resté chez Joan. Il me semble que c'est quelque chose qui ne se fait pas, qu'on soit amis ou non. Ce n'était pas la première fois qu'on voyait ces deux-là ensemble. Les voisins croyaient qu'ils avaient une liaison. La police commença à enquêter sur Jim Williams. 2 semaines après la disparition de Walter, il parlait déjà de vendre sa maison et d'emménager avec Joan Notais. Les détectives interrogèrent ses enfants. Son plus jeune fils, Brett, vivait dans les environs. Il déclara à la police qu'il avait trouvé bizarre que son père achète un grand bac à fleurs en plein hiver pour une maison qu'il comptait vendre. Un autre détail avait déplu au jeune homme. Peu après la mort de sa mère, Brett Williams avait emmené sa fiancée au restaurant. Son père et Joan Notais s'étaient joints à eux. Brett avait été très irrité de voir le bracelet préféré de sa mère au bras de Joan. Décidément, son père se remettait bien vite de son deuil. La police découvrit également que Joan Notais avait annulé des concerts de son mari tout de suite après sa disparition. Personne ne semblait attendre son retour. Les détectives convoquèrent Jim Williams à un interrogatoire au sujet de la disparition de Walter Notais. Lui, si coopératif au début, était maintenant très réticent. La police interrogea ensuite Joan Notais. Cette dernière déclara qu'elle était furieuse que son mari ait disparu ainsi. Elle était très en colère contre lui. Leur relation était difficile, elle voulait divorcer. Les enquêteurs refusaient d'abandonner l'enquête. Ils fouillèrent l'endroit où travaillait Williams ainsi que sa propriété à la recherche d'indices, mais le corps de Notais était introuvable. C'était comme s'il avait été rayé de la carte. En avril 1986, 6 mois après l'obtention de son divorce, Joan Notais épousa Jim Williams. Le couple ignorait alors que leur union se transformerait bientôt en nœud coulant.
Le hasard fit que les policiers se retrouvèrent à l'endroit précis où avait eu lieu l'accident de Sharon Williams. À cet endroit, une autre voiture avait plongé dans le fossé. Le véhicule se trouvait exactement dans la même position que celui des Williams. Il allait donc à la même vitesse. Pourtant, le conducteur s'en était sorti indemne. Les enquêteurs commencèrent à se demander pourquoi l'accident de Sharon Williams lui avait été fatal. Les enquêteurs n'avaient jamais élucidé la disparition de Walter Notice, mais ils décidèrent de rouvrir leur enquête sur l'accident de Sharon Williams. En octobre 1986, le coroner Mary Case remarqua un détail qui avait échappé aux experts lors de la première analyse. Après avoir relu tous les documents, j'ai réalisé que ces blessures n'avaient aucun rapport avec l'accident qu'elle avait eu. Tout portait à croire que quelqu'un l'avait frappée à la tête et que c'est ce qui avait causé sa mort. L'accident n'était donc peut-être qu'une mise en scène. Case ne pouvait malheureusement pas porter d'accusation à partir des vieux rapports d'autopsie. Les seuls indices qui pouvaient aider à élucider cette affaire se trouvaient dans la tombe de Sharon Williams. En avril 1987, 4 ans après l'enterrement de la victime, on exhuma sa dépouille et on procéda à une nouvelle autopsie. Le corps était en très bon état. J'ai pu déterminer lors de l'autopsie que sa mort avait été causée par une blessure à la tête. Il y avait eu un important traumatisme crânio-cérébral. Elle avait été victime d'un homicide. Les soupçons de Mary Case furent confirmés. L'accident était en fait un meurtre et Jim Williams le principal suspect. Il était tombé si vite dans les bras de Joanne qu'il était également suspect dans la disparition de Walter Notice. Mais il faudrait d'abord découvrir son corps pour le prouver. La police interrogea l'autre fils de Jim Williams. Ce dernier ne voyait plus son père depuis longtemps. Il était en prison pour vol à main armée. En échange d'une peine moins longue, il accepta de parler à la police. Il mentionna la présence d'un puits derrière l'ancienne maison de son père. Les policiers n'avaient pas remarqué de puits, mais plutôt un grand bac à fleurs. Les détectives se rendirent à l'ancienne résidence du suspect munis d'un mandat de perquisition. Ils examinèrent le bac à fleurs que Jim Williams avait acheté 4 ans plus tôt. Ils le démontèrent et découvrirent le puits. Les nouveaux propriétaires ignoraient que leur jardin avait servi de cimetière. Nous nous sommes rendus sur place. Il y avait plusieurs enquêteurs et nous avons commencé à défaire le bac à fleurs placé sur la citerne. Nous avons ensuite ôté le couvercle de la citerne et découvert le corps de Walter Notice qui flottait dans l'eau. La victime était encore vêtue de son survêtement bleu. L'homme avait été ligoté. Il avait reçu un coup de feu. Mary Case identifia la victime. Il s'agissait bien du chanteur disparu. Il avait été assassiné. Même avant autopsie, il était évident qu'il s'agissait d'un homicide. Il n'avait pas pu se ligoter les poignets et tomber dans ce puits tout seul. Ce ne pouvait pas être un accident ou un suicide. En octobre 1983, Jim Williams avait vraisemblablement frappé sa femme à la tête avec un tuyau ou une barre d'acier. Il avait ensuite conduit la voiture sur une route isolée et l'avait placée de façon à ce que cela ressemble à un accident. Après avoir aspergé la voiture d'essence, il avait allumé un feu pour éliminer tout indice. Il était ensuite parti, croyant sa femme morte. Mais la pluie avait empêché l'incendie de se propager. Sa femme était encore en vie lorsqu'il avait terminé sa tâche
en apposant sa signature sur un formulaire qui autorisait qu'elle ne soit pas maintenue en vie artificiellement. 2 mois plus tard, il s'était attaqué à Walter Notice. Il l'avait ligoté, abattu, puis avait descendu son corps dans le puits. Il était parvenu à le cacher ainsi pendant des années. Le 10 avril 1987, Jim Williams fut arrêté pour le meurtre de son ex-femme et celui de Walter Notice. En 1992, il fut trouvé coupable de 2 homicides au premier degré et condamné à la prison à perpétuité. Quant à Joan Notice, elle fut condamnée à 5 ans de prison pour entrave à la justice. Les détectives savent qu'ils peuvent trouver quantité d'informations dans les cimetières. Bien que les indices qui y sont recueillis ne redonnent pas vie aux victimes d'homicides, ils permettent au moins à ceux qui les ont aimés de retrouver la paix de l'âme. La scène d'un crime recèle beaucoup d'indices. Leur analyse permet souvent de retracer le coupable. Mais parfois, les victimes emportent dans la tombe des indices cruciaux et les experts en sciences judiciaires doivent tout mettre en œuvre pour exhumer ces corps et ainsi découvrir la vérité.